Bonjour, dans cette leçon, je vais vous présenter la fonction let. Alors la fonction let permet simplement de définir une liste de variables qu'on va pouvoir utiliser après ça dans notre fonction, dans une expression scheme. Alors à la base, le principe est relativement simple. Alors quand on démarre un bloc let, on a tout d'abord une série de variables qui sont définies. Alors, c'est sous forme de paire. On a le nom de l'identificateur et la valeur qui lui est attribuée. Alors, dans ce let-là, on a attribué à l'identificateur A la valeur 2 et à l'identificateur B la valeur 3. Après cela, à l'intérieur du corps du let, alors c'est ce qui suit la définition des variables, alors on va pouvoir utiliser ces variables-là à la place d'utiliser directement les valeurs. Alors bien sûr, A plus B dans ce cas-ci va donner 2 plus 3, 5. Quand on définit un bloc let, toutes les définitions de variables ou d'identificateurs à l'intérieur sont locales au bloc let. Alors si on essaie de les utiliser à l'extérieur, évidemment, on va avoir un message d'erreur. Alors voici un autre exemple un peu plus élaboré qui montre bien l'utilité de la fonction let. Alors supposons que j'ai une équation polynomiale de cette forme-là et je veux la simplifier un peu en me faisant des définitions. Alors on peut définir A comme étant 1 plus xy et B comme étant 1 moins y, ce qui permet de simplifier notre polynôme. Et là, plus facilement, on arrive à écrire notre fonction f en utilisant un bloc let, où avec notre let, on donne à A la valeur de 1 plus x fois y, à B la valeur 1 moins y, alors ça nous permet d'écrire de façon plus simple tout notre polynôme, et on obtient bien le résultat souhaité. Alors, une belle utilité de l'usage d'un let à l'intérieur de la définition d'une fonction. Alors, avec le let, je peux aussi associer un identificateur à une fonction. Bien sûr, dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction lambda qui me retourne une fonction. Dans mon exemple ici, qu'est-ce que retourne cette fonction lambda-là? Elle me retourne une fonction qui prend en paramètre un x et qui calcule x fois x, donc le carré de x. Et le nom donné à cette fonction-là à l'intérieur du bloc let sera square. J'ai aussi associé l'opérateur plus avec l'identificateur plus. Alors encore une fois, à l'intérieur de mon expression, je vais pouvoir utiliser plus comme étant une addition. Alors cette fonction-là, ou à l'intérieur de ce bloc let-là, je vais calculer le carré de A plus le carré de B, racine carrée. Dans ce cas-ci, A étant associé à 3 et B étant associé à 4, ce qui devrait me donner 5. Ce qui est important de comprendre, c'est que le let effectue une affectation en parallèle. Alors, si j'utilise par exemple le define, qui dans ce cas-ci va me créer des identificateurs au niveau global, alors je peux associer la constante A avec x, b avec y. Alors, si je produis la liste x, y, à ce moment-là, je vais produire la liste AB. Toutefois, dans le cas du let, cette affectation-là se fait en parallèle. Alors, si toujours en ayant défini d'abord ces définitions globales-là, j'essaie d'associer x à y. Alors, y, quelle est son évaluation? Y s'évalue à b, donc x sera associé à b. Et de façon parallèle, on va évaluer l'expression x qui s'évalue à a de par la définition qu'on a ici. Donc, y sera associé à a. Ce x-là et ce y-là sont des identificateurs locaux intérieurs au bloc let. Alors, quand j'écris après cela liste x, y, c'est bien b et a que j'obtiens. Alors, le let va toujours d'abord évaluer toutes les expressions qui sont dans la liste des identificateurs, et ensuite, il va associer les identificateurs, chacun des identificateurs aux expressions évaluées. On peut regarder ça dans un autre exemple. Alors, si j'associe x avec 1, et ensuite j'essaie d'associer y avec x plus 1,
Eh bien, puisque x plus 1 n'est pas encore défini, puisque le let va d'abord évaluer les deux expressions avant d'associer ces expressions-là au x et au y, alors si j'essaie d'utiliser le x à l'intérieur de mon y, alors ça ne fonctionnera pas. Alors si je veux maintenant faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire des définitions séquentielles, alors ayant une seconde définition qui utilise les définitions effectuées dans la première définition, alors il faut plutôt utiliser un let étoile. Alors le let étoile va procéder de la même façon que le let, mais les évaluations et les associations vont se faire de façon séquentielle au lieu de se faire de façon parallèle. Alors voici comment le let étoile va fonctionner. Alors cette fois-ci, si j'associe x à 1, dans la prochaine association identificateur-expression, je vais pouvoir utiliser mon x étant associé à 1, x plus 1 ça donne 2. Donc, quand je vais demander de produire une liste XY, ça va bien me produire la liste 1, 2. Est-ce que j'aurais pu faire la même chose avec un let régulier? Oui, en fait, j'aurais pu le faire en imbriquant deux lettres l'un dans l'autre. Alors, le premier let permet de définir la variable, l'identificateur x et de l'associer à 1. Et à l'intérieur du bloc de ce let-là, j'insère un autre bloc let. Et ce bloc let-là va faire l'association y avec x plus 1. Alors, x, maintenant, puisqu'on est à l'intérieur du bloc let, alors, x est connu, on peut lui associer la variable y, et je peux produire de façon correcte ma liste 1, 2 de cette façon-là. Alors, voici un autre exemple qui illustre bien la différence entre le let et le let étoile. Alors, dans le premier cas, j'ai deux lettres imbriquées. Le premier lettre définit ou associe x à la valeur 2 et y à la valeur 3, alors que le second let associe x à la valeur 7. Alors, ce let-là est à l'intérieur du premier let. Alors, puisqu'il réutilise un identificateur qui a déjà été utilisé dans le bloc supérieur, bien à ce moment-là, c'est cette définition la plus interne qui prévaut. Alors, x à l'intérieur du corps de ce let-là sera associé à 7, alors que la seconde définition utilise ou associe le z avec l'équation x plus y. Mais là, il faut se rappeler qu'on est dans un let qui travaille en parallèle. Alors, au moment où on évalue cette expression-là, la valeur 7 n'a pas été encore associée à x. Alors, le x dont on parle ici, c'est bien le x courant, c'est-à-dire le x du let supérieur. Alors, on va pouvoir faire x plus y, donc 2 plus 3 égale à 5, ce qui va donner à z la valeur 5. X vaut 7, alors quand je vais calculer z fois x, ça me donne bien 35. Ce qui est différent si on utilise un let étoile. À ce moment-là, avec le let étoile, lorsque la définition de z l'association à z de x plus y se fait, on a déjà accompli l'association x avec 7. Donc, le x dont on parle dans ce cas-ci, c'est le x qui a été défini de la façon la plus récente. Alors, c'est bien le x qui est égal à 7. Alors, à l'intérieur du corps du let, donc, pardon, on va obtenir donc 7 plus 3. On va obtenir un z qui est égal à 10. Donc, à l'intérieur du corps du let ici, on va faire 7 fois 10, 70. Il existe aussi une autre forme pour le let rect, qui permet de faire des définitions aussi, mais qui permet que ces définitions-là soient récursives. Alors, vous aurez compris que quand on a une définition récursive, c'est en général parce qu'on associe un identificateur à une fonction, et cette fonction-là contient une récursivité à l'intérieur. On est en programmation fonctionnelle, donc pas de surprise qu'on ait cette version de let-là avec des définitions récursives. Alors, qui permet des définitions récursives.
Alors, on a notre, par exemple ici, une fonction lambda qui est rien d'autre que notre factoriel. Alors, la définition de notre factoriel, on le sait, elle est récursive, c'est-à-dire que le factoriel de n, c'est n fois le factoriel de n-1. Mais dans ma définition ici, factoriel sera associé à cette fonction récursive-là. C'est pour ça que j'ai le droit, à l'intérieur de la définition qui sera évaluée pour mon identificateur factoriel, j'ai le droit d'utiliser l'identificateur factoriel qui est donc défini de façon récursive. L'identificateur de factoriel se définit avec l'identificateur factoriel. Alors, on a une définition récursive. On a associé à l'intérieur de ce bloc ici, ce bloc lettrec ici, on a associé la fonction factorielle à l'identificateur FACT. Alors après ça, à l'intérieur du corps de mon let, je peux définir ou utiliser cet identificateur-là et appeler le factoriel avec comme valeur de n égale à 5, puisque fact, c'est l'identificateur associé à la définition factorielle de la fonction factorielle. Alors, il y a une autre forme du let qui permet d'accomplir exactement ce qu'accomplit un let-rec, mais qui est souvent plus simple et plus compact à utiliser, c'est le namelet. Alors, le namelet, pour bien le comprendre, on va retourner à notre exemple avec le let-rec et on va refaire cette même expression-là avec un namelet. Alors, voici mon let-rec qu'on vient tout juste de voir. Alors, c'est rien d'autre qu'un let dans lequel on a associé un identificateur à une fonction. La seule différence, c'est que la définition de cette fonction-là est récursive, donc l'identificateur est utilisé à l'intérieur de sa propre définition. C'est ça une définition récursive. Et dans le corps de notre let, eh bien, on utilise notre identificateur fact pour calculer le factoriel de 5. Alors, c'est ce que fait ce bloc let-là, et calculer le factoriel de 5 en utilisant un identificateur qui a été créé à l'intérieur de mon bloc let-rec. Alors, je veux faire la même chose, mais avec un namelet. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut voir la spécification du namelet. Alors, le namelet, on va donner un nom au bloc let qu'on est en train de définir. Alors, je vous rappelle qu'avant, quand on avait des let normaux, après l'expression, la fonction let, on mettait directement les variables et leurs valeurs. Alors, dans le cas d'un bloc, d'un namelet, on va donner un nom à ce bloc let qu'on est en train de définir. L'autre différence, c'est que ces variables auxquelles on va associer une valeur, on va pouvoir changer de façon dynamique la valeur associée à la variable à l'intérieur de l'expression en rappelant à nouveau le bloc let avec les nouvelles valeurs d'initialisation pour lesquelles on veut l'utiliser. Alors, je m'explique, on retourne à la console scheme. Alors, au lieu d'un let-rec, j'utilise un let, je vais lui donner le nom factoriel, et puis je vais commencer à définir les variables que je vais utiliser à l'intérieur de ce bloc-là. Alors, comme tout tantôt, je vais utiliser le n, et je veux évaluer le factoriel n pour n égale à 5. Alors, c'est la seule variable que je vais utiliser dans mon bloc let, et je vais calculer une expression à partir de cette définition-là. Alors, ma définition me dit que si je veux évaluer le factoriel de n et que si n est égal à 1, à ce moment-là, je dois retourner 1. Mais si je veux évaluer le factoriel d'un n qui n'est pas égal à 1, alors ça sera n fois le factoriel de n-1, c'est-à-dire que ce sera n fois le résultat de ma définition de factoriel, mais avec une autre valeur de n. Alors cette fois-ci, la valeur de n que je veux associer à mon identificateur, à mon n, la nouvelle valeur de n, ça sera n-1. Alors, on fera l'évaluation dans l'intérieur du bloc let
de l'identificateur fact de cette façon-là. Alors, pour donner une valeur à fact, il faut démarrer avec un n égale à 5 et refaire tous les calculs avec différentes valeurs de n. Alors, la première fois, n est égal à 5, la seconde fois, n sera égal à 4, à 3, à 2 et à 1, ce qui va arrêter la définition récursive et qui va produire le résultat souhaité. Bon, je vous montre un autre exemple qui utilise le namelet. Alors, cette fois-ci, dans cet exemple-là, on se définit une fonction diviseur qui va calculer les diviseurs de n, en fait, qui va produire une liste de tous les nombres qui divisent de façon exacte le diviseur proposé. Alors, ici, c'est 32 et ces diviseurs sont 2, 4, 8, 16. Alors, je vais utiliser à l'intérieur de la définition de la fonction, je vais utiliser un bloc, un namelet, oui. Alors, dans ce namelet-là, je vais utiliser une seule variable, alors un seul identificateur, qui s'appelle i, et dont la première valeur auquel il sera associé, ce sera 2. Mais on a vu qu'à l'intérieur du corps de ce namelet-là, je peux changer, je peux refaire la même définition avec une autre valeur pour i. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du bloc de mon namelet? Alors, la première chose que je vérifie, si jamais mon i est plus grand ou égal à n, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur pour laquelle je vais obtenir les diviseurs. C'est 32 dans notre cas. Alors, évidemment, si j'arrive avec un n qui est égal ou plus grand que 32, alors ce ne sont plus des diviseurs de 32, alors je peux ici retourner simplement la liste vide. Le prochain test que je vais effectuer, c'est de savoir est-ce que la division de n par i me donne un entier. Si oui, ça veut dire que i est un diviseur de n. Alors, je vais produire une liste dans laquelle i sera présent, puisqu'il fait partie des diviseurs de n. Alors, j'utilise le const pour construire cette liste-là de façon récursive. Alors, juste avant de regarder la prochaine expression, ce que je vois, c'est que si jamais j'obtiens pas un entier quand je divise n par i, si plutôt j'obtiens un nombre rationnel, ça veut dire que i n'est pas un diviseur de n. À ce moment-là, je vais reproduire une liste qui ne contiendra pas la valeur i, puisqu'elle ne fait pas partie des diviseurs de i. Alors, quand je vais construire la liste des diviseurs de i, ben, pour le faire, je vais appeler à nouveau mon f, qui a été défini dans mon namelet, mais cette fois-ci en lui disant, refais le même test, mais cette fois-ci avec i plus 1. Donc, quand on va refaire le même test, alors la valeur qui sera associée à i sera plus 2, mais sera i plus 1 sera 3, puis sera 4, puis sera 5, et ça s'arrêtera quand on va dépasser la valeur de n. Alors, c'est comme ça, en fait, qu'on peut utiliser un namelet. Alors, c'est souvent pour produire des boucles, alors des définitions récursives qui vont nous permettre de faire notre travail. Alors, ce qu'on a voulu faire ici, c'est simplement se faire une fonction pour laquelle on demande de trouver les diviseurs de n, et à l'intérieur de ma fonction, je produis les différents i de façon successive à l'aide d'un namelet. Finalement, je vous donne un autre exemple d'un namelet. Alors, dans ce cas-ci, mon namelet, alors l'identificateur va s'appeler loop. Alors, qu'est-ce qu'on a après un namelet? On a simplement des identificateurs et leurs valeurs associées. Alors, dans ce cas-ci, je vais associer l'identificateur nombre avec une liste de nombres. Je vais associer l'identificateur non négatif avec une liste vide et l'identificateur négatif avec une liste vide aussi. Alors, ce sont les valeurs initiales de ces trois identificateurs-là et je vais pouvoir utiliser ces identificateurs-là dans le corps de mon namelet et je vais pouvoir même, dans ma définition, réappeler loop avec des nouvelles valeurs pour ces trois identificateurs-là. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, si jamais, j'ai une condition à l'intérieur du corps de mon loop. Alors, si jamais le premier identificateur que vous m'avez fourni, il est nul, à ce moment-là, je vais retourner tout simplement une liste qui va contenir ce qui a été associé à la variable ou l'identificateur non négatif et ce qui a été associé à l'identificateur négatif.
Alors, une fois que j'ai fait ça, que j'ai testé cette première condition-là, si ma liste n'est pas vide, ben je vais regarder le premier élément qui est dans cette liste-là. Donc, la liste associée à nombre, c'est une liste non vide. Alors, je regarde le quart, donc le premier élément de cette liste-là, et je teste, est-ce que ce premier élément-là est plus grand ou égal à 0? Si oui, c'est un nombre positif. Donc, si oui, ce que je souhaite faire, c'est enlever le 3 de cette liste-là et le transférer dans la liste des nombres non négatifs. Et c'est exactement ce que je fais ici. Je vais rappeler ma définition de loop, et ce que je suis en train de dire, non, la définition que je souhaite, c'est pas d'avoir nombre associé à cette liste-là, puis d'avoir deux listes vides pour ces deux autres identificateurs-là, mais c'est plutôt d'avoir dans mon non négatif, d'avoir ce premier élément-là pour lequel je sais qu'il est positif. Donc, je veux qu'à non négatif soit associé la liste non négative auquel j'ajoute le nombre positif, et la liste négative, elle conserve toujours la même valeur qu'elle avait précédemment, puisque mon nombre, je veux qu'il se retrouve, mon premier nombre dans ma liste de nombres, je veux qu'il se retrouve dans la liste des positifs. La liste originale, elle, ben je veux qu'elle devienne le coude de cette liste-là, parce que le 3, je l'ai transféré dans les non négatifs. Si jamais je veux si jamais j'ai un nombre négatif, alors si jamais le quart du nombre est négatif, alors je veux transférer ce nombre-là chez les non négatifs. Alors ce sera exactement la même expression que tantôt. Ma liste, on lui enlèvera un nombre. Les non négatifs ne seront pas changés, alors que la liste des négatifs se verront ajouter le quart du nombre qui a été donc déterminé comme étant négatif. Alors finalement, si je lance ce namelet-là, je vais obtenir à partir de cette liste-là ces deux listes ici, la liste des nombres positifs et la liste des nombres négatifs. Voilà, merci.